Oui. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce petit point hebdomadaire que l'on a fait ces dernières semaines. Le but étant de surtout vous écouter et de répondre à vos questions. Néanmoins, avant de vous céder la parole au docteur Stamatakis et à Madame de Chèvre qui nous accompagnent dans ce webinaire hebdomadaire, peut-être partager avec vous un petit tableau. Je vais essayer de voilà. Je pense que vous le voyez. Oui. Et donc, il est assez impressionnant. Donc, vous voyez ici, donc nous sommes aujourd'hui au début de la 5e semaine du programme qui concerne les maisons de repos et au début de la 2e semaine des institutions collectives de soins qui sont les deux groupes de structures qui sont invités à ce webinaire. Alors, pour les institutions collectives de soins, on est encore au tout début de notre campagne de vaccination. Par contre, pour les maisons de repos, on est en train de terminer le deuxième passage, puisque nous sommes maintenant dans la semaine où le plus grand nombre de maisons de repos vont être visitées pour faire la deuxième vaccination et la première vaccination de ceux qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu être vaccinés lors du premier passage. Et on voit une croissance assez impressionnante de l'adhésion à la vaccination. Vous voyez que si vous prenez les semaines, alors oubliez la semaine 4E, ce sont quelques institutions qui n'ont pas pu être visitées pendant les 3 premières semaines, puisqu'en principe, toutes les maisons de repos devaient être visitées pendant les 3 premières semaines, sauf quand il y avait un obstacle, et donc il y en a quelques-unes qui ont été visitées la semaine passée. Il en reste encore une ou deux, je crois, qui doivent être visitées parce que le timing ne pouvait pas se mettre. Mais vous voyez que parmi les résidents, 76% voulaient se faire vacciner dans les maisons de repos de la première semaine, puis 77, puis 83, puis 85 au deuxième passage et maintenant 86. Donc on a quand même gagné 10% d'adhésion à la vaccination parmi les résidents, même si on partait d'un taux d'adhésion déjà très élevé. Alors quand on regarde le personnel, c'est encore plus impressionnant puisque là, et c'est connu, hein, ce n'est pas propre au personnel des maisons de repos, c'est le profil de la population active, particulièrement les femmes, qui se sont montrées hésitantes au début de la campagne. Toutes les études de sondage de population générale le montraient. Et puis progressivement, je pense que à la fois voir ce qui se passe autour d'eux et se rendre compte que la vaccination est vraiment un outil utile et pas dangereux, contrairement à leurs inquiétudes, mais aussi peut-être, d'une certaine façon, les efforts de communication que nous avons tous faits, vous et nous, vers ce personnel, fait qu'il y a un renversement vraiment de tendance. Alors qu'on était à 33% du personnel qui souhaitait être vacciné quand on a fait le sondage dans la première semaine, en rappelant que tout le monde n'a pas pu être vacciné puisqu'il n'y avait pas suffisamment de vaccins. Ce taux est monté à 44%, 49%, 59% et cette semaine-ci, qui est un très grosse semaine, donc ça concerne beaucoup de membres du personnel, 73% du personnel demande à être vacciné. Donc tout ça est de bon augure, est encourageant.
Et je voulais partager simplement ce petit tableau avec vous pour vous montrer que tous les efforts que vous faites pour convaincre portent leurs fruits. Voilà, je vais revenir sur notre... voilà, et peut-être donner la parole brièvement à Lambert et à Catherine, et puis alors on commence à répondre à vos questions. Oui. Merci Yvon. Pour ma part, je serai assez bref. Donc, on est maintenant donc, dans la deuxième semaine du deuxième passage dans les maisons de repos. Et donc, a priori, fin de la semaine prochaine, à part les quelques exceptions qui vont à signaler, toutes les maisons de repos auront eu une full vaccination. Et donc, on peut espérer à ce moment-là que les choses s'amélioreront sur le terrain et notamment qu'on permettra aux résidents d'avoir une vie de meilleure qualité. Pour ce qui est des structures d'hébergement, on a commencé donc la semaine dernière, on poursuit cette semaine-ci. On vaccine ces structures à un rythme assez lent et cette lenteur est liée au fait que les vaccins sont disponibles en quantité limitée. Donc on vide les frigos des hôpitaux et de chez Moderna tous les soirs, ou en tout cas toutes les fins de semaine, il n'y a plus rien dans les frigos, mais on ne peut pas aller plus vite. Le fait que de nouveaux vaccins arrivent vont probablement nous permettre, dès qu'on aura l'avis du Conseil supérieur de la santé sur qui on peut vacciner avec ces vaccins-là et qui on ne peut pas vacciner avec ces vaccins-là, ça nous permettra probablement d'accélérer le rythme. Mais d'ici là, on est bien en peine de répondre aux multiples questions qui nous demandent quand. Tout ce qu'on peut dire, c'est on va venir, mais on ne peut pas encore vous dire maintenant exactement quand on va venir, mais votre tour viendra, ça c'est une certitude. Voilà, j'étais court et je passe la parole à Catherine. Merci Lambert. Bonjour à toutes et à tous. De mon point de vue, je pense que ce que vous espérez pouvoir entendre pour le secteur des aînés, ce sont les perspectives d'après post-vaccination et je dirais même plus d'après 12e jour après deuxième dose de vaccination. Sachez que des perspectives ont été couchées sur papier, donc ça signifie que nous avançons dans la réflexion, mais que nous devons tenir compte de différents paramètres qui commencent à émerger au niveau de notre secteur. Ces différents paramètres sont bien évidemment le fait que les maisons de repos, si elles sont vaccinées, pour reprendre une expression du professeur Angler, sont des îlots au milieu d'une mer de non-vaccinés, et que donc il y a une attention particulière à avoir dans les contacts avec l'extérieur. Et d'autre part, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a différents variants qui ont malheureusement franchi les portes des maisons de repos. Alors de notre côté, ça répond toujours à la même mécanique de testing, isolement, mise en quarantaine, suivi et autres que vous connaissez bien et que vous maîtrisez. Mais cela a évidemment un impact sur les mesures que l'on peut prendre. Donc des perspectives, je comprends et je pense que nous sommes tous autour de la table certains qu'il en faut, mais nous devons le faire prudemment. Et donc si j'ai un message à faire passer, c'est garder toute la concentration toujours sur les gestes barrières, garder toute la concentration sur la prudence, faisons encore preuve de patience. L'année 2021 sera évidemment moins chaotique que 2020, mais ne sera pas un retour à la normale, pour justement préparer ce retour à la normale qui sera, nous l'espérons, le plus rapide, mais sans précipitation et sans créer de nouveaux déséquilibres par rapport à la situation qui se passe actuellement. Donc voilà pour le simple petit point très général que je souhaitais faire, mais je peux vous dire que ces perspectives ont été couchées sur papier, à la demande notamment de Madame la Ministre qui suit plus qu'attentivement la situation de tous ces secteurs et donc également la situation des aînés, et je pense qu'il y aura prochainement des réunions qui nous permettront de pouvoir diffuser un peu plus largement ces perspectives qui sont pour l'instant toujours en cours de négociation. Voilà. Yvon est au téléphone. Je propose peut-être qu'on passe aux questions-réponses. Et donc, dans les questions, bon, il y a toute une série de questions sur les dates. Là, on vous a déjà répondu, donc tout dépend de la disponibilité du vaccin. Oui. Mais si je peux apporter une précision,
C'est bien la VIC qui a la main dans le calendrier de vaccination, pour autant quelles sont les doses nécessaires, on est bien d'accord. Et donc, il y a un contact et des contacts récurrents et réguliers avec la médecine du travail. Mais donc, c'est lorsque la VIC vous donne la date de vaccination que la médecine du travail doit se calquer sur cette date de vaccination. Et la date de vaccination, on va dire toutes choses restant égales par ailleurs, donc dans le pipe que nous connaissons au niveau du secteur des aînés, vous est donné une bonne dizaine de jours avant pour vous permettre effectivement de vous organiser. Mais il est donc important que la main reste au niveau de la VIC qui gère l'ensemble de la distribution des doses, et la médecine du travail vient se greffer sur le calendrier AVIC, mais elle est d'autre part informée des calendriers qui sont établis par la VIC. Une des questions porte sur le fait que la structure demande si elle doit transmettre les doses qu'elle nous a commandées également à son hub. A priori, ce n'est pas utile. Donc, c'est nous qui gérons la distribution des médicaments à partir du hub. Et donc, seul l'envoi à la VIC suffit pour permettre la distribution. Qui vaccine les stagiaires, les kinés? C'est une bonne question. Ton micro, Yvon, si tu veux parler. C'est la médecine du travail, ça fait partie donc on s'était entendu que le personnel était considéré au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des encadrants qui sont dans la maison de repos ou dans l'institution collective de soins, sans discrimination sur la base de est-ce qu'ils ont un contrat de travail ou est-ce que c'est des volontaires, est-ce que c'est des stagiaires, est-ce que c'est un contrat intérieur ou éventuellement un contrat extérieur. Et donc, dans ce contexte-là, c'est la médecine du travail qui peut le faire. Ça ne veut pas dire que le médecin coordinateur ou son suppléant, puisque je sais que dans les institutions collectives, il n'y a pas un médecin coordinateur au sens de la loi, ne peut pas le faire. Il peut le faire, mais en principe, ça fait partie de ce que la médecine du travail s'est engagée à faire. Alors, toujours dans le même domaine, Yvon, selon quelle modalité et par qui sera faite la vaccination? Est-ce que c'est un médecin de la VIC ou le médecin de référence? Médecin de référence. Et il sera payé comment? Donc, voilà. Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait un moment, un retour par rapport à Yolande, mais donc mais je parle là peut-être sous le contrôle de Madame de Chèvre, c'est que la région wallonne va verser à la maison de repos l'ensemble des paiements qu'elle doit faire aux vaccinateurs, alors pas la médecine, y compris la médecine du travail, et la maison de repos paye le personnel de vaccination. Je pense que c'est comme ça, in fine, que l'accord a été pris. Je vois que Lambert appuie, mais c'est oui. Yolande Dusden qui a la haute main là-dessus. Donc peut-être que Madame de Chèvre pourrait prendre contact avec elle et puis de faire une petite circulaire pour l'ensemble des maisons de repos pour clarifier ce point, pour que ça ne devienne pas un problème. Mais, tout à fait, et on est bien d'accord que sur le principe, il était arrêté depuis très longtemps, à savoir les frais de la vaccination par la médecine du travail ou le médecin référent, hein, si on parle en général du médecin coordinateur ou du médecin référent en maison de repos, étaient pris en charge par la région wallonne. Les modalités pratiques, on vous les expliquera effectivement dans une circulaire. Maintenant, quand le professeur Angler parle de personnel de vaccination, il est clair que l'appui non négligeable des infirmiers, chefs et autres ne sera pas rémunéré, c'est considéré comme faisant partie de leur travail. On sait que c'est une tâche supplémentaire, mais on sait aussi qu'ils l'effectuent avec énormément de bienveillance et ils sont aussi un élément qui est très rassurant pour les résidents qui ont évidemment beaucoup plus l'habitude d'avoir le contact avec ce personnel infirmier. Mais comme d'habitude, vous recevrez
À partir du moment où les négociations sont terminées, vous recevrez l'information de la part de l'agence et donc ça passera par moi pour le secteur aîné, ça passera par Sophie Rucois pour le secteur du handicap et par mes autres collègues directeurs ou vos contacts habituels pour les autres secteurs collectifs. Okay. Une question sur les anticorps et le Covid. Donc, bonjour, 80% de mes résidents ont fait le Covid et 75% avaient des anticorps après la vaccination 1. Le taux d'anticorps explose. Est-ce que la deuxième dose n'est pas dangereuse? Yvon. Alors là, donc on a eu une question déjà par mail tout à fait similaire. Donc on sait que, bon, je connais la réponse, mais je voulais quand même avoir un deuxième avis de façon à être bien solide sur la réponse parce que c'est une question qui est posée souvent. Et donc, la recommandation de la task force est effectivement de vacciner complètement dans la mesure où on ne sait pas, et il y a d'ailleurs maintenant une publication sur Manaus au Brésil où malgré une épidémie féroce et donc une population qui a des anticorps à un taux très élevé, une nouvelle épidémie est en cours pour le moment, montrant une fois de plus qu'on a beaucoup de mal à interpréter convenablement les taux d'anticorps tels que l'on les mesure aujourd'hui. Et donc la recommandation est de faire une vaccination complète chez tout le monde. Ce qu'on est sûr, c'est que l'immunité naturelle est courte, puisqu'on a plusieurs exemples maintenant dans le monde d'épidémies successives, malgré le fait que grosse partie de la population ont été touchées. Et c'est peut-être particulièrement vrai avec les variants. Donc, il y a quelques données comme quoi l'immunité du premier virus sauvage a une moins bonne réponse aux variants qui se présentent. Il n'y a pas de risque à vacciner quelqu'un qui a été déjà immunisé naturellement. Donc ça, c'était très présent dans les études de phase 3 et il faut bien reconnaître que dans la vaccination de masse qui se fait dans le monde, on a dépassé les 70 millions de personnes vaccinées. Une bonne partie des gens qui sont vaccinés sont des gens qui ont déjà fait à un moment ou à un autre un contact avec le virus et il n'y a aucun rapport qui mette en évidence, même sur ces très 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 grands nombres, de risques particuliers. Donc, le message est effectivement vaccination complète de tout le monde. On a aussi une certaine confiance maintenant que les premiers vaccinés ont presque 8 mois, 7 mois de vaccination, que la durée des anticorps produits par la vaccination est plus robuste que les anticorps naturels. Pour toutes ces raisons, on ne recommande d'ailleurs de ne pas doser les anticorps dont on ne sait pas très bien ce qu'il faut en faire aujourd'hui. Ça nous permet de dire que quelqu'un a été effectivement en contact avec le virus ou avec le vaccin, mais pas facile à partir de là de lui dire si il est protégé et pour combien de temps en outre. Ils ont 2 questions sur les doses qu'on rajouterait pour des gens qui ont changé d'avis lors d'un deuxième passage. Combien de fois est-ce qu'on passe dans les structures d'hébergement? Est-ce qu'on passe 2 fois, 3 fois, comme pour les maisons de repos? Alors, pour les structures d'hébergement, il faudra qu'on voit un petit peu comment est l'adhésion et la vaccination. On passera de toute façon 2 fois. Il va évidemment aussi se développer des centres de vaccination ambulatoires sur lesquels chaque citoyen à un certain moment pourra compter. Mais donc, dans
dans les maisons de repos, le programme a été construit sur 3 passages. Dans les institutions collectives de soins, on est au premier passage aujourd'hui. Et donc, je ferai le maximum d'efforts parce que ce sont des structures plus petites. Et donc, il faudra que l'on voit comment on organise, au-delà de la 2e dose, la vaccination des personnes qui auraient hésité ou qui n'auraient pas pu se faire vacciner au niveau du premier passage. Mais donc, le message serait maintenant que je dirais que la confiance dans le vaccin s'est bien développée. Je ferai le maximum pour essayer de surmonter l'hésitation vaccinale dans les semaines qui viennent, puisqu'on va progressivement vous visiter les uns après les autres. Oui. Une question sur les personnes qui ont fait le Covid et qui après avoir été vaccinés, est-ce qu'ils ont droit à leur 2e dose et si oui, quand? Donc, la réponse est oui, ils ont non seulement droit, mais on peut leur recommander la 2e dose. Donc, ce que l'on ne fait pas, c'est vacciner pendant qu'on a une phase aiguë de la maladie. Mais si la première dose, donc on a effectivement une série de maisons de repos qui ont vu un développement d'un cluster juste après la vaccination, et ça c'est normal, je ne veux pas dire que le cluster est normal, mais c'est normal que la vaccination ne l'ait pas empêché, et dans la mesure où les résidents sont guéris, ils peuvent avoir leur 2e dose, soit au moment prévu, soit éventuellement lors du 3e passage, si il faut décaler la vaccination. Maintenant, on aime mieux que la vaccination soit faite autour des 21 jours entre les doses telles qui sont recommandées, mais quand il y a une contre-indication parce que la personne est en phase aiguë d'une maladie, on reporte la 2e dose plus tard. Alors, deux questions pour Catherine, je pense. Nous avons une SRJ, un SRJ, un SRA et un SAJA. Nous avons une information pour encoder les membres du personnel bénéficiaire de SRA et de SRJ, mais qu'en est-il du SAJA? Donc, moi, je ne comprends déjà pas ce que je dis, mais donc toi, peut-être que oui. Je comprends parce que la Vic est une grande maison, mais on connaît bien ses voisins et donc, en fait, ça relève de la compétence de Sophie Rucois. Mais par contre, je vais un peu botter en touche parce que je ne maîtrise pas les compétences de Sophie Rucois et donc, j'invite cette personne à adresser directement son mail à sa personne de contact au niveau du secteur de l'hébergement handicap, voire de l'accueil en journée, mais en passant par Sophie Rucois. Sophie.rucois@avic.be, la réponse sera certainement plus pertinente que ce que je ne pourrais broder maintenant. Et donc, dans le même ordre d'idée, pour les personnes handicapées, vous dites que les séances sont en suspension en attendant les instructions du fédéral. Je n'ai pas cette notion, moi, mais peut-être qu'ils vont ou je pense que non. Je n'ai pas compris. Où est la question? Mais qu'on aurait suspendu la vaccination des personnes handicapées, je ne pense pas, non? Alors, donc c'est pas le fédéral qui décide, c'est les régions, et donc peut-être que vous avez entendu un message d'une autre région qui aurait une autre politique que la nôtre, mais en ce qui nous concerne, nous avons hélas dû ralentir le timing des visites des institutions collectives de soins comme le timing de vaccination dans les hôpitaux, qui sont les 2 programmes qui avaient démarré la semaine où Pfizer et puis Moderna nous ont tous les 2 annoncé une réduction de leur livraison, mais nous ne les avons interrompus ni l'une ni l'autre. Donc, il n'y a pas d'interruption du programme de vaccination des institutions collectives de soins en ce qui concerne la région wallonne. Il y avait une question aussi sur les tests instantanés permettent de voir l'acquisition d'une immunité suite à la vaccination. Si oui, à partir de quand? Donc, il n'y a pas de recommandation de contrôler
les anticorps après vaccination. La vaccination est extrêmement efficace et les dosages ne sont pas utiles. Et comme je vous l'ai dit, les anticorps sont compliqués à interpréter. Alors, si on veut malgré tout avoir une information, on voit apparaître les anticorps et l'efficacité de la vaccination 2 semaines, 12 jours, très exactement après la vaccination. On voit apparaître un début de protection pour la personne vaccinée et la vaccination n'a une protection complète et un taux d'anticorps maximum que 2 semaines après la seconde dose. Mais il ne faut pas faire des tests. La vaccination a 95% de protection complète contre la maladie clinique, ce qui implique évidemment qu'il y a une efficacité de la vaccination elle-même qui est complète. Les personnes qui font une maladie malgré tout font une maladie beaucoup plus légère que s'ils n'avaient pas été vaccinés. Et ce n'est pas une indication de tester le taux d'anticorps. Alors, une question sur la surveillance post-vaccination. Est-ce que 15 minutes suffisent chez les patients qui rentrent chez eux directement? La réponse est nuancée, je pense. Donc, la réponse est pour une personne qui n'a aucun risque allergique, 15 minutes suffisent. Si cette personne a des antécédents d'allergie, ben, il est peut-être prudent d'avoir une surveillance un peu plus longue d'une demi-heure. Je pense qu'après une demi-heure, on peut être tranquille. C'est ce qu'on recommande partout maintenant pour l'installation des grands centres de vaccination qui vont vacciner des centaines de milliers de personnes. C'est 15 minutes pour la population générale, 30 minutes s'il y a des raisons de penser que la personne a une sensibilité particulière à la réaction allergique. Question sur la quarantaine dans les écoles, Yvon, je ne sais pas si pouvez-vous nous Alors, donner... donc là, on n'est plus vraiment dans la vaccination, mais dans la gestion des variants. Donc, en ce qui concerne les maisons de repos, les mesures qui ont été recommandées lorsqu'il y a une infection et un cluster sont les mêmes. Ce qu'on demande, c'est que ce soit extrêmement strict, mais c'est toujours un message paradoxal parce que ça laisserait penser que quand ce n'est pas un variant, ça ne devrait pas être strict. Mais c'est clair que la contagiosité du variant étant plus grande, c'est encore plus important dans ces situations-là. Par contre, là où c'est éventuellement différent, c'est chez nous, où vous aurez peut-être dans un certain nombre de situations, en fonction du nombre de personnes atteintes, un support extérieur qui viendra de l'inspecteur d'hygiène ou des structures de support aux maisons de repos que nous avons pour vous aider. Mais c'est le cohortage, la discipline stricte sur l'hygiène des mains, sur le masque, la limitation des contacts autant que possible sont les mêmes que dans une infection habituelle. Et je donne la parole à Madame Dechèvre. Mais qui va vous la rendre assez vite parce que de la part de cette même directrice, il y avait une autre question au-dessus qui était un lien en fait entre ces fameuses mises en quarantaine du personnel de soins par rapport à leur travail en maison de repos alors qu'ils sont vaccinés. Et donc, est-ce que finalement, la question, un membre du personnel de soins qui est vacciné mais qui serait mis en quarantaine dans le cadre du variant au niveau, à mon avis, d'un contact étroit, pourrait-il quand même venir travailler en maison de repos? Et si oui, à quelles conditions? Alors, je pense que la question est difficile. Donc, pour le moment, nous n'avons pas la réponse. Ce que l'on pourrait
ce que l'on pourrait recommander en tout cas, c'est de faire un dépistage, et vous savez qu'on le recommande maintenant plus largement dans les contacts étroits, de faire un dépistage J1, J7, et que si les deux dépistages sont négatifs, la personne peut évidemment revenir, et on aura très vite de cette façon-là une information sur le fait de savoir si effectivement la vaccination s'accompagne d'une absence d'excrétion du virus chez les personnes qui ont été en contact étroit. Et donc, ça va nous aider relativement vite à se faire une idée de est-ce qu'on peut répondre à votre souhait, que je lis évidemment entre les lignes, qui est de pouvoir continuer à bénéficier de ce personnel alors qu'il devrait être en quarantaine. Donc pour le moment, il n'y a pas de mesure particulière qui ait été prise pour la gestion des personnes vaccinées. Pourquoi? Parce qu'on ne sait toujours pas quel est le risque de produire du virus et donc de pouvoir contaminer quelqu'un d'autre s'ils sont eux-mêmes contaminés, même s'ils ne seront pas malades. Ce qui sont deux choses qui sont en partie liées, mais pas tout à fait superposées. On peut être infectieux et ne pas être malade. Alors, on peut déjà être infectieux même si on n'est pas malade par les mains. C'est un bon exemple, mais il n'est pas exclu qu'on puisse produire du virus dans ses muqueuses tout en étant soi-même indemne. Nouveaux collaborateurs, alors il n'y aura pas de nouvelles priorités dans les institutions collectives, mais je vous rappelle que nous allons démarrer très vite dans les semaines qui viennent la vaccination de la première ligne de soins, et donc ces personnes sont évidemment vaccinables dans ce cadre-là, puisqu'ils font partie du personnel de soins, et donc cette campagne-là va leur permettre de se vacciner pendant plusieurs semaines, une dizaine de semaines, qui va commencer vers le milieu de février. Alors, nous avons plusieurs sites. Est-ce que les doses pourront être livrées sur les deux sites? Si oui, sinon, est-ce que nous pouvons les déplacer? Je suis avec l'idée qu'on va livrer les sites directement. Donc, pas de déplacement. De toute façon, je pense que la commande est faite par lieu de livraison et donc pas par affiliation administrative. Alors, dans le CRF ambulatoire, est-ce que c'est la médecine du travail qui vaccinera? A priori, oui, non? Non, en principe, non. Dans la phase de vaccination de la première ligne ambulatoire, la médecine du travail n'est pas mobilisée structurellement. C'est des vaccinations qui se font dans des centres de vaccination dépendant des hôpitaux qui ont des stocks de médicaments ou à Ronquières et à Bierzet. On ne parle pas de la même chose, on parle de CRF. Hein. C'est des centres de réadaptation fonctionnelle qui sont dans, je pense, dans la liste des structures visées ici. Ah, alors ça, je ne sais pas. On va vérifier, de voir qu'est-ce qui est prévu pour les centres ambulatoires. Pardon, je pensais qu'on parlait du personnel. Mais ici, vous parlez des centres eux-mêmes. On va chercher la réponse. Peut-être envoyer un mail, comme ça on peut vous répondre, parce que comme la question est anonyme, on ne sait pas à qui il faut répondre. Alors, bonjour, dans un centre de jour, dans le cas de cluster, comment va se dérouler la vaccination, s'il y a un cluster? C'est une situation qu'on a rencontrée dans les maisons de repos, et donc, a priori, on vaccine les personnes qui ne sont pas symptomatiques et qui ont un test PCR négatif depuis au moins 15 jours. C'est la règle qu'on a appliquée dans les maisons de repos. Alors, les vaccins pour le personnel arrivent-ils en même temps que pour les bénéficiaires? A priori, oui. Oui. En cas d'administration de la première dose postposée pour des raisons médicales, comment procéder pour cette première dose ultérieurement? Mais ça, c'est ce qu'on a appelé le second passage.
À clarifier, procédure d'encodage dans Vaccinet pour une personne autre que le médecin vaccinateur. Donc, le médecin vaccinateur peut déléguer l'encodage à d'autres personnes. Donc, lui-même doit être reconnu dans Vaccinet et il doit créer je ne sais plus comment on les appelle, enfin des aides administratives qui peuvent encoder à sa place. Ça ne pose aucun problème. Mais il doit être créé par le médecin vaccinateur. Mais il reste responsable de l'encodage et nous insistons beaucoup pour que l'encodage soit fait le jour même. Alors on sait qu'avec la médecine du travail c'est compliqué, mais je ne vous cache pas qu'on a un peu une inquiétude qui est des encodages qui se perdent. Et ça va être la galère pour la deuxième dose, pour le suivi vaccinal des personnes. Donc, on se permet vraiment d'insister. Je sais que personne n'est extrêmement enthousiaste à faire de l'administration, mais elle est indispensable à ce qu'on ait une vue. C'est une campagne de masse. Il va y avoir 2,5 millions de gens vaccinés. Ce sera impossible de retrouver la situation d'une personne particulière si elle n'est pas convenablement encodée. Donc, on insiste vraiment beaucoup. Oui. Utilité de rendre immédiatement disponible le webinaire sur la plateforme AVIC. Tous les webinaires sont disponibles. Mais c'est vrai que hier soir, je les cherchais et j'ai quand même un peu ramé avant d'arriver à la bonne adresse. Parce que quand on va directement sur le site, on a un webinaire général. Et donc, j'ai noté l'adresse dans... Je peux peut-être intervenir et donner les bonnes indications pour que tout le monde puisse retrouver les webinaires au bon endroit. Donc, vous allez sur le site covid.avic.be. Quand vous arrivez sur ce site, vous avez la partie particulier et professionnel. Vous cliquez sur l'onglet professionnel et là, vous avez un sous-onglet vaccination. Donc, cette partie est dédiée à tous les outils de communication que nous avons dédiés à la vaccination. Et c'est là que vous retrouverez la retransmission de tous les webinaires qui ont eu lieu depuis le mois de décembre, ainsi que les facs qui sont constamment mis à jour. Magnifique. Okay. Magnifique, en effet. Où en sommes-nous? Passage, bonjour dans notre institution, deuxième passage, semaine 5, deuxième dose, semaine 8, troisième passage dont il n'est pas prévu de redémarrer effectivement une première dose. Donc, quand on n'a pas pu avoir la première dose dans un passage normal, il n'y aura plus de repassage. On ne peut pas passer pour chaque résident nouveau ou chaque résident qui change d'avis. Donc, c'est évidemment une raison de motiver tout le monde de monter dans le train collectif avec les autres. Néanmoins, évidemment, comme tous les citoyens, chaque personne de la maison de repos, et là je parle aussi bien des résidents que du personnel, aura la possibilité d'être vacciné dans le cadre de la phase ambulatoire qui commencera en avril. Et donc, pour les personnes de 65 ans et plus, ils seront appelés en priorité. Et donc, c'est pour ça que je pense que dans les mois qui viennent, les résidents qui vont vous rejoindre auront pour une bonne part été vaccinés dans cette phase ambulatoire, mais maintenant il peut y avoir évidemment un gap, et alors on peut les inviter à se faire vacciner dans les centres extra-hospitaliers, les centres ambulatoires que nous allons ouvrir en région wallonne. En ce qui concerne le personnel, je vous l'ai dit, il y a une priorité qui démarre maintenant dans les hôpitaux et qui démarrera dans le courant de février pour le personnel de première ligne. Et puis, évidemment, c'est un personnel qui aura un droit d'accès dans la vaccination ambulatoire si jamais il n'a pas été vacciné dans cette première phase. Mais bon, le plus logique est qu'il se fasse évidemment vacciner maintenant plutôt que de reporter et de se retrouver avec les 2,5 millions de wallons que l'on va vacciner à partir du mois d'avril.
Alors, Yvon, il y a une question sur les réactions secondaires après vaccination. Donc, une maison de repos qui nous dit, voilà, lors de la seconde dose, nous avons eu quasi 4% de réactions de type décompensation en oxygène et température le lendemain. Est-ce normal? Alors, température, c'est certainement normal. Donc, on s'attendait à plus de réactions à la vaccination, type réaction à la vaccination grippe, hein, c'est le même genre de phénomène. Alors, la décompensation en oxygène peut être éventuellement liée à la température, mais je ne suis pas convaincu là du lien absolument entre les deux. Ce qui semble évident, par contre, c'est que le rappel produit probablement un peu plus d'effets secondaires que la première dose. Oui. Et donc, il faut que les gens en soient informés. C'est jamais très grave, mais bon, c'est normal. C'est pas marrant quand même. Le vaccin en institution handicap, c'est Pfizer ou exceptionnellement Moderna, mais comme on est de nouveau au pain sec et à l'eau, à la diète avec Moderna depuis jeudi soir, je pense que ce sera plutôt Pfizer dans l'essentiel. Lambert, tu me corriges si je dis des bêtises? Oui, il faudra voir si à un moment ou l'autre, il n'y aura pas de l'AstraZeneca dans le circuit. Tout dépend de ce qui sera disponible en temps et en heure, quoi. Exact. Toutes les deuxièmes doses sont assurées. Donc, oui, nous avons un planning dans lequel chaque fois que nous administrons une première dose, nous prévoyons 3 semaines après ou 4 semaines après, si c'est du Moderna, la deuxième dose. Catherine, et donc, les retards de livraison n'ont pas juste aujourd'hui eu un volume de réduction tel qu'on ait des problèmes pour la seconde dose. Donc, vous pouvez être tranquille. Catherine, une question pour toi. Faut-il continuer le testing salivaire une fois qu'on a vacciné? Alors, par rapport à ça, tous les établissements maisons de repos ont reçu, il y a maintenant plus d'une semaine, un courrier les informant que le protocole 1 au niveau du testing salivaire qui était organisé avec l'Université de Liège se terminait ce 31 janvier. Et la semaine dernière, 100 établissements ont été repris dans le protocole 2. Et donc, si vous n'avez pas reçu d'informations vous disant que vous étiez repris dans le protocole 2 de suivi de testing salivaire versus effet de la vaccination, effectivement, vous n'avez plus à réaliser le testing salivaire et je vous encourage plus que vivement à rapporter les kits non utilisés pour que ceci soit remis dans le circuit des 100 établissements qui vont continuer, quant à eux, le testing salivaire des membres du personnel, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés, et ce qui nous permettra d'avoir une étude qui vaut évidemment ce qu'elle vaut par rapport à la population testée, mais c'est quand même l'équivalent de 5000 personnes chaque semaine, ce qui n'est pas négligeable, et donc de suivre les effets de la vaccination au niveau des résultats des tests salivaires pour le personnel vacciné ou non vacciné, et ce qui répond à une question qui a déjà été posée plusieurs fois et qui a été reprise aussi en début de webinaire. Qu'en sait-on de la contagiosité d'une personne vaccinée contre la Covid-19? Est-ce que le vaccin protège des différents variants? Jusqu'à présent, oui. On n'a pas de réponse pour tous les variants et la protection n'est pas toujours d'un niveau équivalent. Mais jusqu'à présent, les informations que nous avons reçues ne disqualifient aucun des vaccins disponibles pour aucun des variants qui ont été étudiés. Alors, non, on ne vaccine pas en dessous de 18 ans, c'est les stagiaires entre 16 et 18 ans. On a effectivement pour Pfizer des données à partir de 16 ans, Moderna non, on a des données à partir de 18, mais donc on passe sur les mineurs si on descend en dessous de 18 ans, et aujourd'hui la recommandation est de vacciner à 18 ans et plus. Une personne en quarantaine préventive,
Peut-elle recevoir le vaccin au sein de sa collectivité? Oui. En ambulatoire, non, parce qu'on ne veut pas qu'un on ne veut pas que une personne qui est en quarantaine se déplace et aille dans un centre de vaccination, mais en collectivité, on peut le vacciner pour autant qu'il n'ait pas de symptômes. Donc, je pense qu'ici, il y a une précision à apporter, professeur Angler, parce que je n'avais pas compris la question comme ça. Donc, si on est du point de vue du résident qui est en quarantaine préventive, alors oui, il peut recevoir le vaccin au sein de sa collectivité. Mais si on a un membre du personnel qui est en quarantaine préventive, oui. Voilà. Mais je pense que c'est important de le préciser. Donc, lui ne se présente pas dans son établissement. Il ne se présente pas dans son établissement. Il reste chez lui. Voilà. C'est ce que j'ai voulu dire en disant que si on est en quarantaine à la maison, on ne vient pas avec le risque d'infecter les autres. Voilà. Voilà. Mais si on est dans l'institution, on peut être vacciné. Alors, les SDF, on va probablement disposer d'un vaccin à une dose, et donc c'est avec ce vaccin-là que l'on préparera la vaccination de ces personnes particulièrement vulnérables, et on aura du mal à faire une vaccination en 2 doses. Je crois qu'il ne faut pas vacciner les SDF maintenant avec un vaccin à 2 doses. Mieux vaut attendre le vaccin de Johnson & Johnson. Le vaccin Johnson & Johnson. Hein. Les personnes ayant été infectées lors de la 2e vague, on a répondu. Création d'anticorps ne crée pas de danger lors de l'injection du vaccin, et il n'y a pas de contre-indication à se faire vacciner si on a été déjà malade. Au contraire, on pense que ça a un effet de renforcement de l'immunité naturelle qui n'est pas très bonne dans la COVID-19, il faut bien le reconnaître. On a répondu à la question des nouveaux collaborateurs qui se fera en fonction non plus de leur appartenance à la maison de repos, mais de leur qualité de soignant qui leur permet d'être repris dans la vaccination. Alors, pourquoi avoir stoppé les tests salivaires? C'était un programme test qui n'était pas destiné à fonctionner sans limite. On a toute une série de discussions, mais vous avez entendu qu'on essaye surtout avec ces tests de savoir comment la circulation du virus va évoluer dans les maisons de repos une fois la vaccination faite. Alors, s'il reste 1 ou 2 doses, ça va arriver régulièrement, évidemment, puisque les flacons sont par 6 doses, et donc on n'a pas de raison que ça tombe tout juste. La proposition est alors de vacciner avec les doses qui restent des personnes qui sont dans une liste que la VIC vous a envoyée, avec les priorités de vaccination, et entre autres, évidemment, la première ligne. La question porte sur le fait que quand on a vacciné tout le monde dans cette liste, il en reste un peu. Mais là, on sort de la liste, on ne jette pas le vaccin, on vaccine quelqu'un d'autre, je veux dire. Ah, quand on sort de la liste. Oui, une fois que la liste est épuisée. Normalement, la liste ne devrait pas être épuisée maintenant qu'on a un tout petit nombre de doses. C'était peut-être le cas au moment où on avait un calcul sur 5 doses et des flacons de 6. Mais maintenant, comme les doses sont calculées sur 6 doses par flacon, vous n'aurez plus des grandes quantités. Si jamais il vous reste une dose, eh bien, il faut la donner à quelqu'un. Ne gaspillez pas. On a tellement de mal à avoir les vaccins et il faut évidemment vacciner avec toutes les doses qu'on peut avoir.
Et par rapport aux doses que vous auriez en surnuméraire, la liste des métiers prioritaires, c'est-à-dire des métiers de première ligne, a été, sauf erreur, publiée sur le site de l'agence, ou à défaut, vous avez dû le recevoir par vos directions métiers. Et donc, on parle des médecins généralistes, on parle évidemment des infirmiers à domicile, des dentistes et autres. Des kinés. Voilà, il y a toute une liste de métiers prioritaires, donc vous allez d'abord vers cette liste de métiers prioritaires avant d'élargir le spectre de recherche. Il y a 112 000 personnes dans la liste de la première ligne de soins, donc logiquement, vous devriez trouver de quoi employer utilement les quelques doses qui restent. La durée d'efficacité du vaccin n'est pas connue, on l'estime entre 1 et 3 ans en fonction de la vitesse de décroissance des anticorps des personnes qui ont été vaccinées dans l'essai clinique, mais je vous rappelle qu'on avait prédit 3 ans de protection pour le vaccin contre le virus de l'hépatite B et qu'aujourd'hui on sait qu'on a 10 ans de protection au moins, et donc je pense qu'il faut accepter qu'il y aura encore de l'eau qui va couler sous les ponts avant qu'on puisse déterminer la durée définitive d'efficacité du vaccin. Remettons une carte de vaccination aux personnes vaccinées. Oui. Oui. Donc, il y a une carte de vaccination de la firme sur laquelle on inscrit la date de la vaccination et que chaque personne reçoit. Qui n'a pas de valeur légale aujourd'hui en tout cas, et qui n'en aura probablement jamais cette carte-là en tout cas. Quelles sont les infos données sur Vaccinet? Ce n'est pas le numéro de carte d'identité, c'est le numéro NIS en fait de la personne qui est encodé. Est-ce que c'est le médecin de médecine du travail qui encode la vaccination du personnel? Oui, sur Vaccinet. Oui. Faire sortir un résident fort dépendant pour le faire vacciner dans un centre ambulatoire ne semble pas opportun. Je peux entendre que pour certains résidents, le fait d'arriver non vacciné va poser un problème pour être vacciné dans un centre ambulatoire. Il fera alors partie de ce groupe des personnes qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans un centre ambulatoire. Il y en aura un groupe, on le sait, en région wallonne, pour lequel nous sommes en train d'organiser la vaccination dans leur lieu de vie, et donc ces personnes-là pourront être touchées de la même façon, a priori, avec le soutien de la médecine générale qui gère chaque centre. On aura la possibilité d'envoyer une dose là où la personne qui ne peut pas se déplacer se trouve. Question ou une remarque intéressante. Ici, dans les 2 semaines suivant la vaccination, nous avons compté de nombreux décès non Covid. Est-ce que c'est lié à un relâchement qui provoque, comme pour une session d'examen, une série de maux divers? Alors, il y a eu 2 études qui ont été faites sur les décès post-Covid, parce qu'évidemment, quand vous vaccinez une population âgée, vous avez des gens qui décèdent, c'est normal. Et donc, il y a eu à certains endroits une inquiétude. Et donc, il y a une étude qui a été faite, c'était en Suède, et la seconde, je ne sais plus. Il y a 2 pays où il y a eu vraiment une analyse nationale qui a bien montré qu'il n'y avait pas de surmortalité après la vaccination et aucun lien qui pouvait être établi entre la vaccination et le décès. Donc, sur des petits, dans un petit échantillon, vous pouvez avoir une coïncidence de ce type d'observation, mais il n'y a pas de lien entre la vaccination et pas non plus l'idée que voilà, les gens relâchent leur défense et décèdent à cause de ça. Il n'y a pas d'argument en faveur d'un quelconque lien. Les personnes sont probablement mortes parce qu'il était, je dirais, prévu, entre guillemets, que leur décès arriverait à ce moment-là.
Une remarque, beaucoup de professionnels l'ont adhéré ou non en fonction du type de vaccin. L'adhésion ne semble pas être la même pour Pfizer, Moderna et Astra. Alors, Pfizer, Moderna, c'est vraiment des frères jumeaux, donc il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir une attitude différente. AstraZeneca, on a encore peu de données en Belgique sur la perception qui pourrait être différentielle entre les vaccins. Je pense que c'est un mauvais débat. On verra évidemment ce que le Conseil supérieur de la santé recommande pour le vaccin d'AstraZeneca, mais je reste avec le message que le plus important, c'est de se faire vacciner. Est-ce qu'on peut encore demander des tests PCR après la vaccination? Oui, bien sûr. Alors, pas de punition, si j'ose exprimer comme ça, sous forme de remise en cause des droits au chômage temporaire en cas de quarantaine du personnel qui n'a pas voulu se faire vacciner. La vaccination est volontaire et donc la réponse est non, il n'y a pas de remise en cause de ce droit. Donc là, les SAJA, vous a renvoyé vers l'adresse email adéquate. Mais donc, on ne doit pas faire de première vaccination au troisième passage. On va effectivement examiner la façon dont on va gérer les personnes qui, lors du deuxième passage, n'ont pas commencé leur vaccination. Mais donc, ils seront renvoyés à la population générale. On leur fait une offre, on leur donne un passage privilégié, c'est évidemment leur droit de ne pas le saisir, mais au deuxième passage, toutes les personnes qui demandent à être vaccinées auront la possibilité d'avoir une dose. Alors, quid de la pétition sur l'infertilité causée par le vaccin? Je peux Donc, vous dire il n'y a pas d'infertilité causée par le vaccin. Ça fait partie des fake news comme la manipulation génétique de votre code génétique par le vaccin. Il n'y a aucune base aujourd'hui pour cela et au contraire, toutes les recommandations internationales ont tendance de plus en plus à recommander de vacciner les femmes en âge de reproduction. Ce qu'on recommande, c'est de reporter l'arrêt de la contraception 2 mois après la vaccination par prudence, comme on le fait lorsqu'on n'a pas encore des données particulières, mais il n'y a pas d'inquiétude en ce qui concerne ni la fertilité ni la grossesse. On recommande à ce stade-ci, vu l'absence de données humaines significatives, d'attendre pour la vaccination des femmes enceintes, sauf lorsqu'il y a un risque élevé pour la personne qui fait que la vaccination est quand même une bonne idée malgré l'absence de données. Donc la recommandation n'est pas d'interdire la vaccination, mais de ne la faire que s'il y a vraiment des raisons très particulières. Par exemple, une femme enceinte avec une maladie, une comorbidité qui fait que son risque, si elle attrape le virus, est très élevé. On peut discuter de vacciner quand même. C'est en tout cas la recommandation de l'OMS et de l'Union européenne. Par contre, dans la situation normale de grossesse, on ne vaccine pas une femme enceinte. Par contre, on peut vacciner maintenant une femme allaitante. On a des données animales de tests de toxicité sur la grossesse, de risque de malformation et toutes les données qui ont été faites sur le vaccin Pfizer, je précise, c'est celui-là qui a été testé sur les modèles animaux pour la reproduction. Toutes les données sont tout à fait rassurantes. Une question de Brigitte Perret, qui est médecin coordinateur et qui demande que faire d'un résident hospitalisé pour une pneumonie qui a eu sa première dose mais qui est à l'hôpital au moment de la deuxième. Est-ce qu'on peut le vacciner au jour 42? La réponse est oui.
On peut le vacciner au jour 42, mais si l'hôpital accepte de le vacciner au bon moment pendant qu'il est hospitalisé, pour autant qu'il ne soit plus dans une situation de santé qui contre-indique la vaccination, imaginons qu'il est prêt de sortir et que la phase aiguë est passée, si l'hôpital le fait, il peut le faire. Donc nous avons vu les directeurs d'hôpitaux et on a eu les deux réponses. Certains hôpitaux ont dit ben on le fera, d'autres ont dit non, il faut que la deuxième dose soit faite dans la maison de repos. Et je pose une question complémentaire à ce cas de figure. Est-ce qu'il faut alors que l'hôpital dispose du même vaccin que celui que le résident a reçu? Oui. Voilà, absolument. Je pense que c'est une précision importante. Donc, comme absolument. Chez nous, en maison de repos, ils ont reçu le vaccin Pfizer-BioNTech. Au niveau de l'hôpital, il faut qu'ils aient à disposition ce même vaccin et non pas Moderna. Encore une question sur les dates de programmation des vaccinations. Donc, comme on l'a dit en début de webinaire, tout le monde sera vacciné, mais les choses se font au fur et à mesure de la disponibilité des vaccins. Donc, les dates sont communiquées une fois qu'on est sûr qu'une structure peut être prise en charge. Donc, c'est normal que nombre de structures, et que la plupart des structures d'ailleurs, n'aient pas encore de date aujourd'hui. Alors, est-ce que le médecin référent peut se charger de la vaccination du personnel? Donc, tout médecin ou toute infirmière peut vacciner tout le monde. Hein, donc, ce qu'on a fait en maison de repos, ce qu'on a partagé la charge entre la médecine du travail et le médecin coordinateur. Dans les institutions collectives de soins, je pense que la plupart du temps, ce sera le médecin référent qui va vacciner tout le monde. Il n'y a pas d'interdiction en tout cas, tout dépend si le médecin du travail est effectivement présent, alors c'est son boulot évidemment. Et Madame je vais apporter une petite précision parce que on a quand même quelques maisons qui, entre la première dose de vaccination et la deuxième, passent dans des testings parce qu'il y a des cas ou des symptômes qui apparaissent. Donc, c'était pour répondre aussi à l'autre question. Ce n'est pas parce que, évidemment, il y a vaccination qu'il n'y a plus de testing. Ce sont vraiment des logiques complémentaires mais différentes. Et donc, il se peut tout à fait que pour être certain de vacciner correctement les négatifs, on vous demande de bouger d'un jour, voire de 2, parce qu'on vaccine à J21 plus 2 maximum, la date de vaccination. Et donc, à ce moment, il est tout à fait plausible que la médecine du travail ne sache pas se déplacer, se décommander, changer son agenda. Et à ce moment-là, il est clair qu'on ne va pas laisser le personnel en difficulté et que donc, il sera vacciné par le médecin référent. Donc, il n'y a aucune difficulté à ce que du personnel soit aussi vacciné par le médecin référent. Alors, qu'est-ce qui sera permis après la vaccination? On y travaille, comme on l'a dit. Je sais que c'est une question qui est terriblement, voilà, où il y a une très forte attente. Le but, évidemment, au-delà de protéger les personnes, c'est évidemment de pouvoir assouplir les règles de vie. Mais comme Madame Dechèvre l'a dit, on y travaille. Il faut de toute façon attendre que la protection de la vaccination soit complète, c'est-à-dire 2 semaines après la deuxième dose. Comment modifier le nombre de vaccins réservés? Donc là, il y a une procédure. Le groupe va changer et augmenter, je pense que c'est la même question. Donc, il y a une procédure pour adapter sa commande. Il y a évidemment des délais au-delà de lesquels ça devient très difficile de modifier les doses, mais vous pouvez envoyer un mail à l'adresse de la VIC et on verra ce qui est possible, mais ça dépend évidemment du calendrier. Et l'adresse de la VIC, c'est vaccin@avic.be. On arrive au bout. Le gaspillage de quelques doses au 3e passage est inévitable vu qu'on ne pourra pas garantir la deuxième dose. Alors non, c'est une des solutions auxquelles on pense, c'est d'utiliser ces doses résiduelles pour du personnel de première ligne qui pourra avoir son 2e vaccin dans la filière ambulatoire. Donc on va voir si on peut mettre sur pied, il est en tout cas hors de question de gaspiller des doses. Le personnel non vacciné doit-il continuer à se faire tester chaque semaine?
Je pense que le testing n'est pas modifié par le fait d'être vacciné pour le moment. Je ne pense pas qu'on teste chaque semaine en dehors du programme de tests salivaires. Et dans le programme de tests salivaires, on insiste évidemment énormément pour avoir à la fois des personnes non vaccinées et des personnes vaccinées. Parce que c'est ça qui va nous permettre de voir comment les choses évoluent. Il ne faudrait pas que le personnel vacciné se dise « Ah, moi, je ne dois plus faire le test parce que je suis vacciné », alors on va perdre toute l'information. Donc, on demande que vous soyez militant pour que l'effort du test salivaire soit continué par le personnel des maisons de repos qui sont dans ce sous-groupe de mesures, parce que ça va servir à tout le monde d'avoir la réponse sur qu'est-ce qu'on peut faire. Ça va vraiment beaucoup nous aider pour la question qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'une partie importante de la maison de repos est vaccinée. Dans Vaccinet, donner du code postal est demandé. Oui, elle est présente dans Vaccinet, il faut la mettre. Mais en principe, ce qu'on met, c'est le lieu de vie. Donc, si c'est la maison de repos, c'est la maison de repos. Alors, si c'est quelqu'un sans domicile fixe, on revient à la vaccination des SDF et des personnes plus vulnérables. Cette campagne-là est encore en préparation. Toutes les doses doivent être utilisées. Comment organiser? Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce qu'on est bien à un moment où il y aura un deuxième passage pour faire la seconde dose? Si c'est le cas, il ne faut rien faire de particulier. Le jour où vous commanderez votre deuxième dose, vous commanderez aussi la deuxième dose pour la personne que vous avez vaccinée là. Et donc, ce qu'il ne faut évidemment pas faire, c'est d'engager une vaccination lors du troisième passage sans avoir une solution pour la deuxième dose. Alors, que devront faire les personnes qui ne se... Alors, il faut, ne stigmatisons pas en disant les personnes qui ont refusé la vaccination. Non, les personnes non vaccinées restent évidemment vulnérables à l'infection et donc sont exactement dans les mêmes recommandations que celles qui sont en vigueur aujourd'hui. Et je vais ajouter un petit commentaire. À partir du moment où on vous a dit à plusieurs reprises que dans l'état actuel des connaissances, on ne sait pas si une personne vaccinée est elle-même contaminante ou pas, je pense très franchement qu'il faut se dire que 2021 sera encore une année marquée par les gestes barrières, que ce soit dans le chef des résidents, du personnel et des visiteurs. Bien sûr, on a besoin de perspectives, on l'a dit, on pense à des assouplissements, mais il est clair qu'on ne va pas faire comme si de rien n'était. Donc que ce soit des personnes non vaccinées, et on rappelle que des personnes ont pu souhaiter être vaccinées, mais n'ont pas pu, pour raison médicale, être vaccinées. Et donc, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit en ne stigmatisant pas ceux qui ont été vaccinés de ceux qui ne l'ont pas été. C'est un état de fait avec en plus le fait que le vaccin n'a pas été rendu obligatoire, mais il est clair que nous allons encore, pendant un temps certain, tous, même de la population en général, continuer à maintenir les gestes barrières. Et donc, il n'est pas question maintenant de se relâcher. Au contraire, il faut justement maintenir ces gestes barrières. Ce sera des éléments d'autant plus utiles et importants pour les mois qui viennent et les années surtout qui viennent. Je pense que comment dirais-je, l'adaptation, alors ça ne doit pas être vécu comme un relâchement des mesures, mais comme une adaptation de la façon dont toute l'organisation de la maison de repos, de l'institution collective de soins va évoluer en fonction de la présence de personnes vaccinées est une réalité. Il y a évidemment, et d'ailleurs,
ce qu'on me dit, c'est que dans un certain nombre d'institutions, on n'a pas attendu nos recommandations pour éventuellement faire évoluer les règles de vie. Je pense qu'il faut simplement garder à l'esprit 3 éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est que tout le monde n'est pas vacciné. Le second, c'est qu'autour de vous, personne n'est vacciné. Vous êtes vraiment dans ces institutions les premiers à en avoir bénéficié de ce vaccin et c'était légitime. Mais ça veut dire qu'autour de vous, l'immense majorité de la population, le virus continue à circuler et qu'on ne sait pas aujourd'hui, les personnes vaccinées, est-ce qu'elles peuvent encore contaminer quelqu'un d'autre ou pas? Et on est tous très impatients d'avoir cette donnée-là qui devra venir des études scientifiques en cours un peu partout dans le monde et dont je suis persuadé qu'elles vont arriver assez vite maintenant dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors, comment un outil simple et court pour convaincre? Je pense que la première chose de notre expérience est d'écouter les gens qui ont une inquiétude. Nous avons fait un set de diapositives pour le personnel, donc pour que le médecin coordinateur, le directeur ou un collaborateur du centre qui a une base scientifique suffisante puisse faire un petit exposé. La plupart des gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça que nos webinaires ont, me semble-t-il, donné un résultat. On n'a rien fait de très spécial, mais on a expliqué, donné des choses objectives, montré les courbes qui sont quand même très impressionnantes de protection chez les personnes vaccinées en comparaison aux non vaccinées. Toutes les données sont rassurantes, donc il faut avoir confiance sur le fait que expliquer permet de soulager l'inquiétude qui est souvent la raison pour laquelle les personnes ne se vaccinent pas. Ils ne sont pas sûrs qu'il ne va pas leur arriver quelque chose. Or, on a maintenant une expérience très large qui montre que ce qui peut leur arriver, ce qui est le plus gros risque, c'est d'attraper la Covid et d'en être sévèrement malade. Il n'y a absolument pas photo de ce point de vue-là. De l'autre côté, c'est effectivement des symptômes type grippe à eau, comme on peut l'avoir après les vaccins de la grippe. Et je vais rajouter un petit point complémentaire. Dans la plateforme de déclaration quotidienne Plasma, on récolte maintenant des informations sur les données de vaccination. Et parmi celles-ci, sauf si l'onglet a été retiré, il y avait notamment la question des raisons des refus des personnes à se faire vacciner. Alors, ça a suscité pas mal de réactions complètement légitimes, dans le chef notamment de directeur, en disant que ça relevait d'un choix personnel de la personne, s'il est personnel automatiquement. Donc, on le respecte complètement. L'idée, en fait, de cette information, c'est toute personne qui accepte de dire pourquoi elle refuse de se faire vacciner, et donc cette raison sera indiquée dans Plasma, ça nous permet alors à ce moment-là de pouvoir aussi concentrer des campagnes d'information par rapport aux craintes qui peuvent être soit effectivement de l'hésitation vaccinale, soit des refus pour des raisons médicales. Mais si on ne sait pas pourquoi les gens refusent et qu'ils acceptent d'expliquer, ou en tout cas d'être comptabilisés anonymement sur les motifs du refus, on a plus de difficultés à pouvoir orienter correctement des campagnes d'information. L'objectif étant que chacun puisse avoir le maximum d'informations sur les questions qu'il se pose. Et on l'a toujours dit depuis le début de ces webinaires, c'est bien informer et non pas convaincre ou contraindre, mais donner toutes les informations pour que chacun puisse, en âme et conscience, solliciter la vaccination parce qu'il aura compris l'intérêt et tous les éléments qui tournent autour de la vaccination. Troisième passage, on nous demande de réexpliquer le troisième passage. Donc, dans les maisons de repos, quand on vient faire la deuxième dose, on a, puisqu'on n'avait pas les doses en suffisance lors du premier passage, on a ouvert la possibilité aux personnes qui n'avaient pas encore été vaccinées de faire une première dose en même temps lors de ce deuxième passage qui est en priorité destiné évidemment à compléter la vaccination
des personnes qui ont été vaccinées lors du premier passage. Et du coup, il y a un troisième passage prévu pour la deuxième dose de ces personnes-là. Tests salivaires aujourd'hui ne sont plus attribués qu'aux 100 maisons de repos qui sont dans l'étude vaccin, non vaccin, et donc ça n'est pas lié obligatoirement aux structures d'hébergement. Il y a toute une structure d'hébergement qui n'ont pas de tests salivaires maintenant. Alors oui, il faut commander les deuxièmes doses pour J21, absolument, et il faut non seulement commander les deuxièmes doses, mais en même temps y ajouter les premières doses des personnes que vous voudriez voir, qui demanderaient d'être vaccinées à ce moment-là. Je pense que nous arrivons tout doucement au bout de la... Ah, il reste ici une question. Alors, il y a, dans le personnel de première ligne est assez large. J'ai du mal à dire si ce personnel-là sont effectivement inclus. Je pense que ça dépend essentiellement non pas de leur activité, mais de leur diplôme, de savoir quel est leur métier, puisque c'est sur la base des métiers que sont invités la première ligne. Voilà. En tout cas, on est très enthousiaste de voir que tout le monde s'inquiète s'il va pouvoir avoir le vaccin. C'est la chose, je pense, la plus importante. Et vous savez qu'on fait le maximum avec les doses disponibles. Nous n'interrompons aucun des programmes qui a été lancé et nous sommes, on est vraiment là maintenant à marche forcée pour mettre en route la vaccination de la première ligne et puis des centres ambulatoires qui vont permettre d'accueillir de beaucoup plus grands volumes de citoyens et en principe, parce qu'évidemment ça devra aller de pair, pour le deuxième quadrimestre de cette année, avril, mai, juin, les volumes de vaccins qui nous seront livrés devraient être continuellement en croissance et nous rendre la vie moins compliquée que maintenant. Voilà. Le webinaire arrive à sa fin. On voit que l'intérêt est toujours aussi grand et on vous en remercie chaleureusement. Parlez de la vaccination autour de vous. Il faut maintenant que vous en avez l'expérience. Rassurez aussi à l'extérieur de la maison de repos, dans vos relations privées, dans vos contacts dans la vie extérieure à l'institution. Vous êtes de facto des groupes avec une expérience nouvelle qui vaut la peine d'être transférée. On a souvent eu des messages en disant voilà, on a vacciné tout le monde, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'effets secondaires compliqués, etc. Il faut le dire autour de vous. Et participer à cette adhésion de la population qui est essentielle pour que le nombre de gens in fine qui se vaccinent d'ici la fin de l'été, puisque c'est là qu'on espère avoir pu vacciner toutes les personnes qui le souhaitent, que ce nombre soit le plus élevé possible, parce que c'est ça qui nous permettra de revenir le plus vite possible à une vie normale. Voilà, on vous remercie, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et pour ceux qui doivent encore être vaccinés, de faire le maximum pour vacciner maintenant les résidents et le personnel de vos institutions. Bonne journée. Bonne journée.